nous continuerons à soutenir les associations de SS, les entreprises d'insertion par activité économique, les associations qui œuvrent en permanence auprès des publics les plus en difficulté ou qui sont éloignés de l'emploi. Nous mobiliserons les fonds européens pour les accompagner dans ces dispositifs existants déjà, puisque la concertation a eu lieu avec l'URIOPS aussi, avec la région. Aujourd'hui, nous sommes partie prenante de cette économie non marchande. Il n'est pas question pour nous d'opposer l'économie marchande et l'économie non marchande. C'est une économie qui a des bénéficiaires et en soutenant cette économie sociale et solidaire, ça permet à un grand nombre de bénéficiaires de pouvoir avoir accès à la fameuse économie marchande. Donc là, nous continuerons le travail qui a été entamé et vous savez, on ne pourra pas nous prendre en faux par rapport à cela. L'accompagnement pour une région de gauche, c'est sa fierté d'accompagner l'économie sociale et solidaire. D'abord, heureusement qu'il y a l'économie sociale et solidaire, parce qu'avec la suppression de la clause de compétence générale dans le cadre de la loi NOTRe, la nouvelle organisation territoriale de la République, on serait très concentré sur nos compétences et donc je pense qu'effectivement l'économie sociale et solidaire sera un petit palliatif pour continuer d'aider un certain nombre d'associations tout à fait utiles. Les associations en général, parce que effectivement, je pense que c'est un des piliers de l'animation de la démocratie et donc les associations de solidarité en particulier. Et donc, elles ont vraiment un rôle très important dans le lien social, dans le soutien à des populations en difficulté, en précarité, en pauvreté qui ne cessent de grossir. J'ai eu malheureusement l'occasion de rencontrer beaucoup d'organisations, y compris des épiceries solidaires qui nous donnent un petit peu la réalité de ce qu'ils vivent, d'ailleurs, partout, en ville, en campagne, à la montagne, dans des coins très reculés. Et heureusement qu'elles sont là, puisque c'est vraiment le dernier rempart. Et face à des publics aussi qui ont beaucoup de dignité, qui ont du mal à venir dans ces associations. Donc notre volonté, c'est effectivement, avec cette compétence renforcée sur l'emploi et l'économie, vraiment d'aider à l'économie sociale et solidaire, ce qui a déjà un peu existé, mais qui peut être amplifié, et cette fois-ci y compris dans la légalisation de la compétence. D'abord, je suis un partenaire du médico-social. Je suis médecin, je travaille, je dirige un établissement sur le plan professionnel, mais on va mettre à part, où je ne soigne que des handicapés, hémiplégie, paraplégie, tétraplégie, et donc je suis confronté à tous ces malheurs de la vie. Et donc, il ne peut pas y avoir de collectivité qui n'aide pas. C'est impensable. C'est indispensable. Et donc, à partir de là, vous avez des démarches en ce qui concerne la création d'emplois. Vous avez des démarches en ce qui concerne l'organisation structurelle et territoriale. Vous avez des démarches qui concernent le fait qu'il y a un besoin social. Il y a une nécessité humaine et il y a un vivier d'emploi pour aider ces gens qui souffrent. Que ce soit les familles, qui sont démunis devant un tel désastre. Donc, l'écoute est bienveillante et attentive, les moyens seront mis en place, les structures seront réadaptées et les réponses seront apportées. Exemple simple, vous avez le Prides qui fonctionne, on a grosso modo 8 mois pour avoir une réponse. Bon, ben nous on s'engage à le faire sous un mois. C'est une bonne chose au moins que l'Europe fait en la matière. C'est important que l'Europe se prononce par une directive qui a été votée à une grande majorité, excepté par les élus du Front National, on peut le faire remarquer ici, parce que c'est important qu'il y ait des orientations. Nous aurons un financement direct de l'Europe, 1,4 milliard va être donné à la région PACA, puisque ça devient le gestionnaire unique des fonds européens. Une partie des fonds européens seront consacrés au soutien à ce secteur. Nous soutiendrons bien évidemment ce secteur avec les fonds européens et nous continuerons la concertation, comme nous l'avons déjà fait, avec l'ensemble des associations dont l'URIOPS fait partie. Par rapport au marché public, nous faisons la proposition de mettre des critères, des clauses de critères, des clauses sociales et environnementales aussi. Ça marche. Je vois par exemple la région cofinanceur d'un certain nombre de grands équipements. Je pense à la L2, par exemple à Marseille, où on a su imposer, bien entendu, aux grands groupes
de prendre en compte effectivement ces clauses sociales et environnementales et cette priorité aussi d'emploi pour des personnes qui sont aussi dans le territoire traversé par ces travaux, ces chantiers. Donc, à mon avis, c'est vraiment une urgence et une priorité, effectivement, de prendre en compte cela. Vous remarquerez que cette clause a été votée, et pour une fois, vous dites du bien de l'Europe. Hein, pour une fois, on dit du bien de l'Europe. Tiens, l'Europe a voté quelque chose d'intelligent. Ben, j'y étais, tiens. Oh, ben tiens, on a un parlementaire européen qui a voté ça. Eh ben, vous savez, l'Europe, elle est très utile si elle sait s'en servir. Voilà. Et elle est très difficile si on part du principe que ce sont des contraintes qui nous nuisent. Bon. L'Europe, quand on parle de l'emploi, si on parle du Polonais qui vient travailler chez nous, elle n'est pas faite pour ça. Elle est mal faite. Mais quand on parle de la paix sur ce continent, ce qui est une réalité, depuis 60 ans quand même, et si on parle de l'évolution sociale et sociétale pour le médico-social, pour laisser la place aux handicapés, on l'a fait, je l'ai voté, j'y suis, donc on l'appliquera chez nous. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous avez des clauses de compétences dans les appels, dans les marchés, qui font en sorte que ça donne la possibilité d'ouvrir aux handicapés, et ça ouvre un autre espace d'emploi pour cette catégorie socio-professionnelle, si on peut dire, mais je préfère leur dire catégorie socio-professionnelle. Oui, bien sûr. Nous continuerons à financer, comme nous le faisons aujourd'hui, avec les RTS, avec les écoles d'infirmières, avec les médiateurs sociaux. Nous continuerons à financer par les dispositifs existants l'ensemble des accompagnateurs sociaux. C'est fondamental, surtout cette période de crise, cette crise identitaire, cette crise de la morale, cette crise qui touche nos cités, nos quartiers les plus en difficulté. Il faut redonner de l'espoir. Et tout le secteur associatif, quel qu'il soit social, de l'économie solidaire, mais aussi les associations sportives, mais aussi les associations qui œuvrent pour la l'alphabétisation des publics les plus en difficulté, c'est de la mission et de la responsabilité d'une région de gauche de soutenir ces associations. Nous continuerons à travailler avec l'école de la deuxième chance. Nous soutiendrons la création de secteurs par filière dans l'apprentissage. Nous soutiendrons les CFA. Nous continuerons à donner la gratuité de la mallette de l'apprenti. Nous financerons la carte ZOO Transport, comme nous financerons la carte ZOO Culture ou le pass Santé. Nous continuerons à financer le pass Contraception et nous continuerons à, comme je l'ai dit précédemment, à soutenir les associations qui font un travail sincèrement formidable. On les a un peu trop décriés parce qu'il y a eu des malversations, dirons-nous, mais je crois que l'ensemble des bénévoles aujourd'hui qui travaillent et qui œuvrent auprès des publics les plus en difficulté, on peut leur tirer le chapeau. Je ne dirais pas trop de mal de mes prédécesseurs, nos amis socialistes, communistes, verts, etc. Mais il y a 25 000 offres d'emploi non pourvues dans la région. Nous avons aujourd'hui, grosso modo, 9 000 apprentis qui sont mis en place. Nous voulons monter à 50 000 et nous voulons fournir des emplois dans les branches qui en demandent, alors que la formation n'est pas adaptée, ou en tout cas mal dirigée par rapport au bassin d'emploi. Et parallèlement à ça, donc c'est l'apprentissage, une réorganisation de la formation, et troisième volet, mettre dans le dispositif de formation un moyen pour les familles, pour les accompagnants, une formation qui leur permettra d'aider leur famille ou leurs accompagnants, et donc quelque part d'acquérir un métier et une compétence. Je voudrais juste donner un chiffre. 8 000 jeunes qui sont en décrochage scolaire aujourd'hui en Provence-Alpes-Côte d'Azur. 8 000. Les micro-lycées qui permettent justement de revenir dans le circuit scolaire pour passer un bac, par exemple, c'est 2 micro-lycées sur l'ensemble des 2 académies et donc une vingtaine de jeunes sur 8 000. Il faut, moi je pense en tout cas que nous déclarerons une cause régionale et nationale, c'est-à-dire que bien entendu avec l'État, l'éducation nationale, il nous faut vraiment lutter contre le décrochage scolaire, qui sont des jeunes de 13 à 18 ans et dont on sait très bien la spirale après dans le déclin dans lequel ils peuvent être, et des jeunes qui peuvent aussi en même temps prendre le temps de construire un projet de vie, un projet professionnel. Donc l'avantage, c'est qu'avec maintenant les compétences de la région, nous avons une certaine cohérence. D'ailleurs, nous envisageons de travailler en transversalité entre
La formation initiale, même si les lycées, c'est les infrastructures, le fonctionnement, mais nous avons la carte des formations et c'est très important. La formation professionnelle, l'emploi et l'économie, nous pouvons travailler cette fois-ci de manière très cohérente sur vraiment une grande mobilisation pour l'emploi et faire en sorte qu'il n'y ait plus de décrocheurs scolaires et qu'il y ait vraiment le moins possible de gens sans formation, sans compétences, sans qualification. Alors c'est un vaste sujet qui est très difficile. Je crois que globalement, tout le monde est d'accord aujourd'hui. Les trains arrivent en retard. Et non seulement ils arrivent en retard, mais ils partent pas à l'heure. Ils sont mal desservis et donc ça ne fonctionne pas. Ok. Parallèlement à ça, la culture qui était une culture d'absence de développement territorial par rapport à la 51 n'a jamais été réglée sur l'autoroute. Donc l'équité territoriale fonctionnera. Avec des investissements qui seront très ciblés en fonction des territoires à désenclaver. Les Alpes, c'est pas la même chose que la Léo autour d'Arles pour contourner d'Arles. Donc là, il y a un travail important à faire. Dans ce travail important à faire, il y a la renégociation et la SNCF du contrat. Mes prédécesseurs, je dirais, les socialistes et les communistes, nous ont expliqué que finalement on a le même projet qu'eux. Sauf que la différence, c'est qu'eux y étaient et que ça n'a pas marché. Et donc on dit, on va renégocier pour le faire. Est-ce qu'on sera capable de le faire? Je dirais grosso modo, quand on voit à Marseille, la RTM, elle arrive à l'heure ou elle part à l'heure. Hein. Le tramway, ils n'ont pas de métro là-bas à Nice, il fonctionne, à Toulon ça marche. Donc on a une capacité peut-être de faire marcher nos transports en commun sans avoir des grèves en permanence et en les faisant arriver à l'heure. D'autre part, obligation absolue de ne pas avoir la création d'outils qui ne soient pas adaptés aux handicapés. Il est impensable d'avoir dans une société où nous avons des difficultés de vie ou de survie, de faire en sorte que ceux qui sont handicapés par la vie, qui ont un problème d'accident de la route ou simplement de santé, ou de naissance d'ailleurs, se retrouvent dans une situation où ils ne peuvent pas se déplacer. Vous savez, pour mémoire, j'invite tous ceux qui regardent d'aller faire la course de l'Algernon une fois par an. Moi, je la fais tous les ans. Et quand on a ces valides et tous ces handicapés qui sont heureux, ils faisaient un temps merveilleux au départ du Pharaon pour arriver sur les plages du Prado, où vous aviez tous ces gens qui courent avec leurs handicaps, qui sont balayés dans le regard de tout le monde. Et cette joie et cette chanson à la sortie montrent bien qu'il y a de la vie dans l'handicap. Et l'handicap n'est pas un problème pour la vie de celui qui respecte les autres. Voilà, moi, je suis dans cette logique. Nous continuerons ce que nous avons fait pour une équité dans les transports, pour les personnes à mobilité réduite. 500 millions d'euros seront budgétés dans le budget que nous défendrons pour les transports en commun. Et dans ces 500 millions, 70 millions seront consacrés à l'accessibilité pour les populations à mobilité réduite dans les transports en commun. C'est fondamental. C'est un droit dans l'équité de la République. Et nous sommes des républicains convaincus, et que l'on soit en chaise roulante, qu'on soit aveugle, que l'on soit sourd, qu'on ait d'autres handicaps aujourd'hui, on n'est pas des citoyens de seconde zone. On est tous des citoyens qui avons les mêmes droits vis-à-vis des publics valides. Je suis assez fier d'avoir porté le débat il y a 5 ans sur la gratuité des transports, parce qu'on a vu l'efficacité de la carte ZOO pour tous les jeunes de moins de 26 ans. Il faut réfléchir aussi que des personnes âgées peuvent être en situation aussi très difficile, et il y a toujours une tarification sociale en même temps. Donc il faut conserver cela. L'avantage, là aussi, dans les modifications de compétences, c'est que nous consolidons la compétence sur les trains express régionaux, les lignes express régionales, et en même temps, à partir de 2017, nous aurons les transports interurbains. Donc nous pourrons travailler vraiment la cohérence et la complémentarité des modes de transport pour passer d'un train à un car, métro, tramway, etc. Parce que c'est une des conditions aussi pour, j'allais dire, répondre à des besoins. Le Secours catholique l'a montré, un élément qui renforce la précarité, l'isolement, la pauvreté, c'est effectivement la difficulté donc de la mobilisation. Alors dans une région comme Provence-Alpes-Côte d'Azur, mesurons bien que si d'ici 10 ans, nous ne doublons pas la capacité de transport collectif de voyageurs, et je rajouterai public, nous serons face à une thrombose routière et ferroviaire, donc ça signifie que la région, bien entendu, va s'investir dans cette cohérence pour répondre à ses besoins de déplacement, à lutter contre l'isolement,
parce qu'on voit bien que c'est pour aller à l'école, en formation, au travail, pour les loisirs aussi, mais qu'en même temps, nous sommes dans une région où la géographie fait qu'il y a une concentration de la population sur une petite partie du territoire, et en même temps, s'il n'y a pas de moyens, donc ça veut dire aussi le rôle d'acteur politique de la région pour demander à l'État qu'il y ait un plan de rattrapage sur les infrastructures routières et ferroviaires dans notre région, et donc répondre à ces besoins, donc vraiment doubler la capacité de transport.